Hello, ça va? Hello, Ah, hello, bonjour. hello, Ah, bonjour, mince, bonjour. enchanté. Alors, ce que je propose, c'est qu'on débuter, c'est qu'on regarde ton teaser. Avec grand plaisir. Ah, hop, c'est là. Ah, 35 degrés ici, c'est vraiment la folie. À l'intérieur, c'est. Ouais, en ce moment, c'est catastrophique, hein. Ah oui. Et Et si tout partait de vous? Et si chaque action que vous faisiez, aussi infime soit-elle, avait un impact bien plus grand sur le monde environnant? Prend des formes des lettres. Les lettres se mélangent ensemble et forment des mots. On les applaudit bien fort, merci infiniment. Bravo à vous, Alexandre. Battant ses ailes loin au-dessus de la mer. Un seul goéland suffisait pour fausser autant ces données-là. Vous êtes né le quand, Sophie? Le 6 juin. Et si je vous disais du coup que tout votre voyage était écrit à l'avance, à tous les détails près, avant même que vous sachiez que vous allez monter sur scène ce soir? Albert Einstein a dit: le mystérieux est le plus beau sentiment que l'on puisse ressentir. Et dites-lui merci Emmanuel. Vous pourrez faire ça pour moi? Oui. Merci beaucoup. Vous ne serez plus le même individu aujourd'hui. Mhm. je vais en profiter pour passer les petits messages rapides. Alors, il est là aussi. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit bonjour. Ah oui, c'est Quentin. Bonjour. Bonjour Quentin, assistant. Hello. Ouais. Alors, on vous voit bien. On vous voit bien, pardon. Formidable. Ok. Et toi, Francine, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Oui, il n'y a pas de souci. Après, bon, je peux passer la parole d'abord à Tam, Mamsou. Et on peut après. Pour qu'ils te connaissent rapidement. Allez, rapidement. Bon, alors je me présente pour que Tahar, parce qu'il ne me connaît pas, Francine Casanov, Ouais. voilà, compositeur, interprète. Et Ok. je fais donc une style varie entre jazzy swing, jazz, et les chansons françaises, variété. Voilà, classique romantique. Et j'ai plaisir donc à collaborer aussi avec d'autres compositeurs ou arrangeurs évidemment, parce que je n'ai pas appris le solfège, ce qui veut dire que je suis quand même compositeur comme tel inscrite à la SACEM, mais voilà, donc pas de moi, mais tout ce qui est trame mélodique, voilà, c'est de ma créativité. Ou quand ce sont d'autres compositeurs également, mais alors donc j'écris à ce moment-là soit sur leur mélodie, donc sur leur composition, Mhm. ou eux écrivent sur les miennes. Sinon moi je fais les deux en même temps, Ok. mélodiquement, aussi auteur rapidement, oui, parce que ou alors je vais chez un ingénieur du son, je cherche des sons, des machins, et là on peut faire ça, je l'ai fait il y a pas longtemps là. Et donc là, ça veut dire que je crée directement en studio la mélodie, selon ce que j'entends. Voilà. Ah, trop bien. Ouais, j'arrive à faire ça. Eh ben, Comme dans les enchanté. jams. Voilà, dans les jams aussi, j'arrive à créer en spontanéité une mélodie, voilà, en mélodique, hein, je parle. Voilà, enchanté, bah vous, donc merci. Trop bien. Et Vous donc, vous présentez en tout cas. présenter maintenant, même si dans le JMAG, on commence à te connaître beaucoup, puisque tu Effectivement. as fait ta troisième interview il n'y a pas très longtemps, et tu étais dans le MAG 80 qui est sorti fin mai, qui est paru un petit peu en retard début juin, et tu es dans le best-of Fête de la musique qui est sorti aujourd'hui, Fête de la musique et spectacle vivant, enfin, avec les deux interviews de Ah, cette génial. puisqu'il y en a une vers janvier-février de mémoire et une autre qui était au mois de mars. Oui, un peu plus récente, exactement, pour le Festival d'Avignon. Bah, effectivement, pour les ravis d'être là avec vous en live, du coup.
Pour les personnes qui me connaissent pas, donc je m'appelle Taha Mansour. Je suis auteur et metteur en scène de spectacle et mentaliste surtout. J'ai un spectacle. Moi, à la base, j'avais fait des études d'ingénieur, donc je suis diplômé de Centrale Paris. Et aujourd'hui, je produis, j'écris et je me produis sur scène en tant que mentaliste, en mélangeant diverses sciences psychologiques et sciences sociales au service de l'émerveillement. Je vais dire ça comme ça. Et ce qui m'intéresse moi dans mes spectacles et dans ce que je montre notamment dans l'effet papillon, c'est les compétences cachées des choses, comment les plus petites choses que l'on fait, nos gestes du quotidien, la manière dont on s'habille, racontent énormément de choses sur notre personnalité et nous permettent de créer des liens parfois invisibles avec d'autres personnes de notre entourage. Et donc, à travers différentes expériences interactives, où les gens montent sur scène avec moi et on expérimente des choses, je pousse le public à s'émerveiller et à se questionner sur les conséquences de ses propres actions. D'accord. C'est l'effet papillon, hein, c'est ça? Et c'est l'effet papillon, exactement. Oui, d'où le nom du spectacle. Bah, c'est exactement ça. Au niveau mentaliste, j'en ai interviewé quelques-uns que tu dois peut-être connaître, comme Gurda. Oui, absolument. Gurda, je ne sais plus comment ça se prononce, et que j'interviewe très bientôt pour le Mac de rentrée. Voilà. Ah, génial. Qui est complètement dans l'hypnose, elle, pour le coup. Qui fait un spectacle d'hypnose. Ouais, complètement. Il y a aussi, ils sont trois, qui s'appellent les mentalistes aussi, que j'avais déjà interviewé il n'y a pas très longtemps. Trois personnes qui font le tour de France. Et puis, au niveau hypnose, Hypnorel, qui était là dans le dernier live, Aurélien, qui arrive bientôt à Paris. Je ne sais pas. Oui, Aurélien, je connais aussi. Vous êtes dans le même Mac, d'ailleurs. Trop bien. C'est trop bien. De toute façon, c'est un monde assez petit, le milieu de l'émerveillement. Donc, on se connaît au moins de nom. Et quelles sont les principales différences entre l'hypnose et le mentaliste? Le mentaliste, il me semble. Alors, pour moi, les spectacles qui vont être complètement de l'hypnose, ça va être des spectacles qui vont mettre en scène des phénomènes hypnotiques. Donc, les personnes, on va les accompagner par une induction. Souvent, ça va passer par des tests de réceptivité, par exemple, au public. On va les faire s'endormir, je mets des guillemets, parce qu'ils sont pas complètement endormis, mais c'est ce qu'on a l'impression, ils lâchent complètement prise et ils sont dans un lâcher prise total. Et après, on leur fait faire des trucs sous cet état un peu modifié de conscience. Dans le mentalisme, en tout cas dans mon spectacle, il n'y a pas que de l'hypnose. C'est-à-dire qu'on peut utiliser l'hypnose comme un outil, mais il va y avoir de la lecture de pensée, de l'influence, des connexions entre différents spectateurs, des coïncidences complètement impossibles. Moi, je dirais que le mentaliste, c'est le magicien de l'esprit. Là où le magicien, lui, s'intéresse à faire des tours avec des objets, donc des choses qui disparaissent, qui apparaissent, des trucs qui partent d'un endroit à un autre, des lévitations, etc. Le mentaliste, lui, va s'intéresser à faire des phénomènes impossibles, mais avec les gens. Leurs pensées, comment est-ce que leur pensée devient réalité, comment est-ce que en passant un peu de temps avec une personne, j'arrive à deviner un souvenir qui l'a impacté dans sa personnalité, comment deux personnes, en les prenant sur scène, en leur mettant en place une sorte de rituel, deux personnes qui ne se connaissent pas arrivent à penser et à agir exactement de la même manière au même moment. Et donc l'hypnose va être un outil que je vais utiliser, mais ça ne va pas être le même type de spectacle. Il va y avoir beaucoup plus de diversité, d'expériences en tout cas qui vont être mis en scène. J'ai vu un tour il n'y a pas très longtemps sur, ça doit être dans une émission de télé où quelqu'un, mais je ne sais pas si c'est relevé de l'hypnose ou du mentalisme, il y a quelqu'un qui avait été endormi et puis il y a une personne qui, le mentaliste ou l'hypnologue, je ne sais plus trop, qui lui a suggéré que une personne, un tel, même si c'était un animal, c'était un âne, que la personne c'était une star du cinéma très belle, une icône, et puis en se réveillant, il y a cru. Donc, en se réveillant. Ça c'est de l'hypnose pour le coup. Ça c'est de l'hypnose. Ça c'est comment. Et en fait, l'hypnose est un truc assez fascinant. C'est une des choses qui est assez fascinante de l'esprit humain, où on réalise en fait que avec du lâcher prise et en travaillant d'une certaine manière avec l'imagination, on arrive beaucoup à flouter les frontières
entre le comportement qu'on peut avoir dans certains contextes et quand on agit, quand on met les bonnes phrases et le bon processus, on va dire, bah on peut faire atteindre les gens à faire des choses, disons, qui semblent inhabituelles. Donc c'est assez épatant comme outil. C'est un des trucs que j'utilise dans mes spectacles. Et après, on va essayer d'explorer, enfin en tout cas les capacités de l'esprit humain et ce qu'on arrive à faire avec. Moi, je trouve ça assez fascinant. C'est aussi pour ça que je suis mentaliste aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu pourrais justement présenter l'effet papillon qui vient dans moins de 2 semaines à Avignon? Absolument. Donc l'effet papillon, c'est un spectacle que je joue depuis 7 ans maintenant, qui a beaucoup évolué et qui est un spectacle poétique de mentalisme, dans le sens où c'est pas qu'un enchaînement de tours, il y a vraiment une histoire derrière. Et mon objectif, c'est d'emmener le public à travers différentes expériences à se questionner sur les conséquences de leurs actions. C'est-à-dire qu'en fait, notre vie est un enchaînement de choix que l'on fait. Là, par exemple, j'ai décidé, ou c'est un choix de venir à cette interview-là. En faisant ce choix-là, je me suis renoncé à d'autres choix que j'aurais pu faire. Ce choix impacte ma personnalité, impacte notre relation, les personnes qui nous écoutent là maintenant, les choses que je suis en train de dire va changer leur état d'esprit, de ce qu'ils vont avoir dans la suite. Donc, si on arrive à porter attention aux petites choses, en fait, des choses auxquelles on n'apporte pas souvent attention, on remarque que les plus petits événements ont un impact beaucoup plus grandiose. Et que parfois, ne serait-ce que la couleur de la chemise que l'on porte le matin, ça peut changer drastiquement énormément de différentes choses. Alors, il y a 2 conséquences. Soit on peut commencer à paniquer et se dire « Ah là là, je dois tout contrôler ». Ou alors, et c'est ce que je propose moi dans mon spectacle, c'est plutôt de s'émerveiller à ces connexions-là. Se dire « C'est un fait. Les petites choses impactent. Maintenant, on peut passer notre temps à s'émerveiller à ces petites choses. Et quand on prend le temps de regarder ces connexions-là, je trouve que ça nous ouvre au mystère du quotidien. Et c'est un peu la chose que j'ai envie. C'est-à-dire que à la fin du spectacle, j'aimerais que les gens sortent avec des questions, mais pas juste des questions de ah comment il a fait, il est trop fort, mais au-delà de ça, des questions qui peuvent se poser sur leur vie quotidienne et comment en changeant parfois un mot, une pensée, un élément dans leur vie, ils peuvent l'améliorer beaucoup plus fortement. Ok. Est-ce que tu as une question, Francine, à poser à ta A? Oui, tout à fait. En fait, j'aime beaucoup ce que vous dites, d'une part, on apprend toujours, hein, bien sûr. Et je voulais savoir ce qui a été le déclencheur de votre passion, de cette passion, hein, bien sûr, qui est bien un métier. J'imagine que vous faites que ça, peut-être, ou pas encore. Voilà, enfin, en tout cas. Alors, complètement. Alors, c'est une de mes casquettes, mais tout est un peu relié. Ma deuxième casquette, c'est que je suis formateur en communication d'influence et analyse du comportement en entreprise. Donc, j'interviens beaucoup en entreprise et grandes écoles sur comment négocier, comment gérer les conflits, comment présenter d'une manière convaincante, comment on fait un accompagnement d'un changement de comportement, par exemple, au sein d'une boîte. Donc, en fait, les deux sont intrinsèquement reliés. Ce qui m'a fasciné, moi, au début avec le mentalisme, c'était un vrai hasard. J'avais commencé au lycée et j'avais découvert la magie à la base au lycée. Je m'étais lancé dans la magie de cartes et je suis tombé amoureux de ça. J'avais acheté une boîte de magie de cartes quand j'avais 15 ans et en faisant un tour à mes amis, j'ai vu ce moment-là où leur mâchoire se baisse, leurs yeux s'ouvrent et ils font quoi? Ce moment-là, je suis tombé amoureux de cette émotion. Je me suis dit, ouais, exactement. Je me suis dit, ah, c'est beau cette émotion-là. Il y a un truc à creuser, exactement. Donc j'ai commencé à m'entraîner de manière hyper obsessionnelle à la magie, à m'entraîner avec des cartes, à faire énormément de choses. Et je suis tombé amoureux de cet art d'émerveiller les gens. Et 2 ans après, j'ai découvert le mentalisme en regardant une vidéo sur YouTube, une vidéo d'un mentaliste. Et en fait, je suis retombé amoureux de ça. Et ce que j'ai réalisé, c'est que ça me permettait une connexion plus proche de mon public. Et j'ai senti que c'était ça que je cherchais. Ce truc-là en fait, et c'est ce que aujourd'hui je continue à chercher dans mes spectacles, c'est à créer une espèce de bulle d'intimité. C'est-à-dire que même quand je suis en tournée dans des salles de 200, 400 places, mon objectif, c'est quand même de créer ce truc-là d'intimité qui donne l'impression, en fait, qu'on passe un moment et qu'on apprend sur la vie des gens qui montent sur scène. Alors tout ça, bien évidemment, est bienveillant. Mais j'ai envie que les gens repartent en se disant, tiens, on a découvert des choses, on a passé un moment intime.
Et la deuxième chose que j'adore dans le mentalisme aussi, c'est que c'est en constante prise de risque. Même si cela fait beaucoup de temps que j'en fais, je ne suis sûr de rien à chaque fois que je commence un tour. Et Oui, donc c'est ce côté danger. Voilà. Ouais, allez-y. Qui vous tient en éveil. Qui me stimule, exactement. C'est ça. C'est un danger sans être dangereux pour ma vie. C'est-à-dire que je suis pas en train de jongler avec du feu ou avec des lames, mais c'est un truc de quand je me lance, je dois être hyper alerte, je dois être hyper présent avec les gens parce que je ne sais pas ce qui peut se passer. Bien sûr, oui. Je pense que la magie, c'est un point commun un peu avec tout le monde, parce que c'est aussi ce que nous disait quand on l'avait dans le live il y a à peine une semaine, Aurélien, comment il s'appelle, c'est Hypnorel, pardon. Il disait, il a commencé par la magie. Voilà. Là, je viens de répondre à un message. On vient de se caler le rendez-vous avec Gurda. C'est pour le 11, pour une interview pour le mag de la rentrée du 1er septembre. Voilà. Ah, génial! Mais c'est vrai qu'en fait, je pense qu'il y a un lien. Il y a pas mal de gens. Il y a des exceptions. Il y a des gens qui se sont lancés immédiatement dans le mentalisme, des gens qui ne font que l'hypnose, par exemple. Mais en fait, je trouve que ces trois arts se réunissent parce que c'est un art de l'émerveillement. C'est-à-dire avant tout, ce qu'on essaie de mettre en scène, que ça soit à travers l'hypnose où on hypnotise quelqu'un et la personne commence à halluciner des trucs, où elle vit des émotions très fortes sans être acteur ou actrice, avec le mentalisme où on va mettre en scène des phénomènes humains qui semblent complètement impossibles, avec la magie qui va nous questionner, qui va venir juste nous faire poser des questions et nous challenger notre manière de voir le monde. On est toujours autour de ça, autour de cet art qui vient poser des questions. Et je trouve que c'est un art qui est très... l'émerveillement, c'est une émotion qui est très très forte et qui, je pense, aujourd'hui, surtout avec les actualités, on la perd de plus en plus. Donc c'est un peu aussi une quête personnelle, c'est de pouvoir... au-delà du côté frustration, parce que ce qui est un peu le cœur aussi de certains spectacles de magie ou d'hypnose où en fait on en sort un peu frustré de ah là là je sais pas comment il a fait, il m'a bien eu. Ce que j'essaie d'amener c'est aussi juste de l'émerveillement pur, ce truc-là de venir se reconnecter au plaisir d'apprécier des petites choses qui peuvent passer anodines et qui peuvent en réalité nous redonner de l'espoir. Et parce que je pense que l'émerveillement, réussir à se reconnecter à cet sentiment d'émerveillement est un moyen pour améliorer sa vie quotidienne. Et justement, on a tellement besoin d'être émerveillé aujourd'hui dans le monde de plus en plus oppressant, anxiogène, stressant, de plus en plus guerrier et violent. Complètement. C'est bien d'avoir ce moment-là, juste on se dit, on met le quotidien de côté. Et alors c'est le cas de toute forme artistique aussi. Je pense que Francine, vous c'est la même chose avec la musique. Mais je pense qu'on en a de plus en plus besoin. Oui, c'est vrai que moi ce que j'aime c'est faire rêver les gens à travers mes chansons. Donc ce sont des chansons qui sont pas forcément engagées, alors que je peux très bien, j'en ai plusieurs, mais c'est pas ma tasse de thé dans le sens de, je veux vraiment faire rêver les gens, apporter de l'émerveillement aussi. Et puis pour vous, votre art en fait, c'est aussi une soupape de sécurité pour le public. Parce que du coup, ça leur apporte justement de ce que le quotidien étant tellement réaliste et tellement malheureusement nous enlève notre diamant intérieur quelque part aussi quand on a. Alors il faut le polir. Et pour le garder, il faut des gens comme nous, enfin des artistes qui soient capables justement d'apporter ce rêve à portée de main. Et oui, voilà, complètement. Et justement, Francine, j'en profite. La première fois que tu étais en live avec, tu n'étais pas dans le mentalisme et dans l'hypnose, mais tu as commencé à le faire bouger, alors qu'il n'est pas du tout dans cet univers-là. C'est Axel de la Paix qui est plus dans un univers hip-hop rap, et puis toi, motivé pour danser un peu le Charleston. Alors moi, j'ai chanté deux chansons, mais je mets en avant un peu le Charleston parce qu'il va à contre-courant. Pas juste les premières secondes. Voilà. En dansant le Charleston tout près du Middleton, sous les pas de Joséphine Baker, les genoux légèrement fléchis, j'ai suivi ces rythmes endiablés, adada hunda 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 hon. Anyway, anywhere, I love you, loving you. Hey, hey, what I wanna do with you. Hey, hey, I can see you want me to. Hey, hey, what I wanna
Oui, Gio. Donc, Ouais, Bravo. bah, c'est ça. Parce que c'est venu d'un coup, cette chanson. Alors, évidemment, du coup, je la mets en porte-bonheur, on va dire aussi, avec la fleur de jazz. Voilà, parce que c'est deux chansons très entraînantes qui sont comme un wagon qui accroche les autres, enfin, deux locomotives qui accrocheraient les petits wagons des autres chansons, voilà, Mhm. pour une scène conviviale. Et pour la fête de la musique, en outre, ici, ce soir, avec vous. Donc, bien, j'essaie de vous lire, hein, parce que j'ai monté à Mansour, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. ah, Ah. Ah non, elle a disparu. Ah non. C'est parce que mon prénom est un sort. Quand on dit mon prénom et mon nom en entier, on elle va disparaît. Il y revenir. a... Faut qu'elle redise mon prénom et mon nom pour pouvoir revenir. Sinon, Je ne sais pas à quel endroit elle sera située au niveau de la vidéo. Voilà. Voilà, voilà. Ah bah voilà. J'ai fait un coup de magie, hein, c'est fait exprès, parce que comme aujourd'hui on vous reçoit, j'ai dit je vais disparaître et apparaître comme par enchantement. Donc le public va apprécier, je trouve. Ce qu'il disait, c'est que son prénom était comme un sort. Et vous avez disparu au moment où vous avez dit t'as Mansour. Pouf, ça, c'est Oui, trop c'est fort. ça, Je suis désolé. Je ne il n'y a pas contrôle de pas mon hasard. pouvoir. J'en suis navré. Il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, c'est ça. C'est un peu Ah, comme Monsieur je Proust, n'entends pas Romain Francine. Je sais pas Agricola. si. Là, vous entendez? Oui. Là? Non? Moi, je n'entends pas Francine. Je vous Ah, entendais, James, mais là, pourtant, je n'entends pas Francine. le micro, il marche pourtant. Bah ouais, le micro est ouvert pour tout le monde. Là. Oui, oui, oui. Vous avez peut-être appuyé en bas, Ah, non? vous Aïe. l'entendez, vous? Non, moi je peux rien faire au niveau de ton micro. Je peux Moi, c'est pas. bon, hein. Je peux te bannir du studio, t'expulser du studio, mais je peux rien faire au niveau de ton son. Je suis désolé. Ah. Et en espérant que ça revienne, ce que je propose en attendant, c'est, tu me disais que tu connaissais un petit peu. C'est quand on cherche des prénoms, surtout 1, 2, 3, on m'entend deux? une nuit blanche. La veille, ça fait du mal. Ah, c'est compliqué, ouais. Oui, Hypnorel. Donc tu connais un peu. Il me semble que si je dis pas de bêtises, il me semble, je vais regarder, mais normalement, sauf si je confonds. Je vais passer son teaser. Et ce que je propose, c'est qu'en attendant, il y ait Francine qui sorte du studio et revienne. Normalement, le Oui, micro au cas où. Ok. normalement. Alors, Ce soir, nous partons en voyage. Un voyage bien au-delà de votre écran, bien au-delà de cette planète. Un voyage aux confins du cosmos de l'esprit. L'univers est infiniment grand. Il est peuplé de 2000 milliards de galaxies, de trillions d'étoiles et encore plus de planètes. Et pourtant, nous, humains, n'en avons exploré qu'une fraction infime. À ce jour, nous avons cartographié seulement 4% de l'univers visible. Le reste, un mystère total, un océan d'inconnus. Dans cet océan, parfois, il se produit des phénomènes étranges. Des anomalies cosmiques, des trous noirs qui avalent la lumière et déforment l'espace-temps, des nébuleuses fantomatiques qui naissent et meurent dans un chaos silencieux, des vagues gravitationnelles qui déforment la réalité elle-même. L'univers est un immense théâtre où l'impossible devient possible. En fait, nous n'avons pas besoin d'aller aussi loin. Il existe un autre univers, encore plus vaste, un univers que nous portons tous en nous. Un réseau de 86 milliards de neurones interconnectés par plus de 100 000 milliards de synapses. Une machine plus puissante que n'importe quel superordinateur qui peut imaginer, créer, ressentir, rêver, changer de réalité en un simple battement d'émotions. Et pourtant, de la même manière que l'univers, nous n'avons exploré qu'un fragment minuscule de notre propre esprit. Et parfois, des anomalies apparaissent dans ce vaste espace mental. Des phénomènes inexpliqués, des portes qui s'ouvrent vers d'autres réalités. C'est là que surgit l'hypnose. L'hypnose, c'est comme un trou noir dans la conscience, un passage vers une autre dimension. Une faille où les perceptions changent, où les lois de la réalité s'effacent. Ce soir, vous allez voyager à l'intérieur de vous-même. Vous allez découvrir ce dont vous êtes réellement capable. Ce soir, nous serons les astronautes de l'esprit. Alors, je le connais de nom dans ce cas-là. Je le connais pas personnellement, mais j'en ai déjà entendu parler. Ok. Là, il est de mémoire, il doit être il habite du côté de la Savoie. Il va s'installer à Paris dans pas longtemps, mais il vient régulièrement à Paris pour entretenir son réseau. Ok. Voilà.
Bah, si jamais il lance son spectacle à Paris, j'irai regarder avec plaisir dans ce cas-là. Et inversement, bien sûr. Et inversement, complètement. J'accueille à nouveau Christine. Bon fils, c'est bien gentil, mais Ah, on a un autre invité qui est venu derrière. oui, oui. Alors, Ah ben alors, je sais pas s'il m'entend là. M'entend? Ah, bah toujours pas. Alors, alors, ce que je fais, je vais redisparaître. Je vais essayer. Est-ce que ça vient de moi ou plutôt de vous au niveau du bouton? bah, à mon avis de toi, parce que moi, niveau son, je peux rien faire, c'est toi qui règles ton Ça propre a marché tout à l'heure, donc on s'entend, il n'y a pas de raison. Et ça a marché tout à l'heure. Je vais revenir, hein, je disparais. Allez. Oh. Bon. Bon, en attendant, est-ce que par rapport à l'effet papillon que tu as joué à Paris et maintenant dans pas longtemps à Avignon, est-ce qu'il va y avoir des changements ou des modifications ou pas forcément, ça va être exactement le même spectacle? Non, il y a encore des modifications. C'est un spectacle qui a beaucoup évolué avec le temps. C'est-à-dire que quand j'avais commencé à l'écrire, j'avais une idée précise de ce que je voulais transmettre. Justement, ce côté-là de s'émerveiller face aux petites choses du quotidien. Et j'avais pensé à des tours ou des expériences en tout cas qui venaient illustrer ça. Avec les années, je suis venu re-questionner ça et récemment dans le dernier format, il y a eu vraiment des numéros qui ont été réécrits. J'ai bossé avec une comédieuse en scène qui s'appelle Marine Monteau, que j'embrasse. On a retravaillé vraiment sur la précision du personnage. Comme j'ai commencé aussi à faire des dates dans des salles plus grandes, on a commencé à agrandir aussi. Et toute la question et ce sur quoi on travaille avec Marine, c'est comment réussir à garder cette intimité-là et ce minimalisme, mais dans une salle plus large, en réussissant à créer cette variation-là rythmique et réussir à transmettre cet émerveillement-là. Donc, le spectacle a beaucoup bougé, surtout ces derniers temps, avec une nouvelle écriture de certains endroits. C'est-à-dire que les gens qui sont venus me voir à Avignon en 2022 découvriront des nouveaux numéros, des nouvelles étapes, des nouveaux moments. Il est plus beau, il est plus rythmé, il y a une variation dans l'écriture, mais ça reste aussi le même cœur, en tout cas, de ce qui est raconté. On peut le voir comme ça. D'accord. Et tu as prévu de le faire tourner, là, c'est pour les dernières dates, ou tu as prévu de le faire tourner encore quelques mois, ce spectacle-là? Ah non, complètement. L'idée, c'est justement, je fais le Festival d'Avignon pour continuer la tournée. C'est-à-dire que je l'arrête là à Paris, mais depuis là, début de cette année-là, j'ai eu une petite dizaine de dates de tournée. Et l'idée, c'est de continuer de le tourner partout en France. Déjà en septembre, je fais l'ouverture de saison au théâtre de Bois d'Arcy. Et l'idée, c'est justement, je vais à Avignon cette année pour pouvoir se prendre encore d'autres dates de tournée par la suite. En tout cas, c'est l'objectif. Francine, est-ce que tu m'entends? Moi, oui, est-ce qu'il m'entend? Ah, bah, toujours pas. Alors, je sais pas. En tout cas, nous, on vous entend pas. C'est incroyable. Moi, je l'entends, hein, mais. Oui, moi aussi, ouais, j'entends. Moi, je l'entends pas, en tout cas. C'est ça qui est bizarre. C'est que je l'entends, moi. Et puis, donc, si moi je l'entends, on l'entend en live. Donc, Ce qu'on peut faire, James, c'est. Très bizarre, alors. Qu'est-ce qui ferait que moi, je l'entends pas? Parce que je vous entends très bien, James. Pour le coup. Je ne sais pas du tout. Sinon, je transmets à James. Oui, je très étrange. vais servir d'interprète, pas de souci. C'est parfait. Alors, en attendant. Et j'avais une question justement, parce qu'on l'avait abordé dans l'interview qu'on a faite le 3 mai, qui est paru dans le JMAC 81 et qui est à nouveau dans le best-of spectacle la fête de la musique aujourd'hui, donc musique, spectacle vivant. Donc, quand je t'avais posé la question, est-ce qu'on parlait de ce spectacle, tu as d'autres projets pour les semaines et les mois à venir? Donc ça, tu y avais répondu que oui, absolument. Donc, est-ce que tu pourrais présenter un peu ton podcast L'Art du Mentaliste? Absolument. Donc j'ai un podcast que j'ai lancé depuis quelques années maintenant qui s'appelle L'Art du Mentaliste, qui fusionne mes deux passions, l'émerveillement et la transmission de connaissances utiles. Donc c'est un podcast, hebdomadaire, gratuit, qui est disponible sur toutes les plateformes, qui explore comment le mentalisme peut servir dans la vie quotidienne. Donc à travers différents épisodes qui sont thématisés, j'explore comment développer son intuition, améliorer sa communication, détecter les mensonges,
comment gérer. Là, le dernier épisode qui est sorti, c'est comment gérer les récalcitrants ou les personnes qui essayent de s'opposer à nous coûte que coûte. Et donc, c'est un épisode, c'est un podcast qui mélange de l'expérience de mentalisme, des recherches en psychologie, en neurosciences, des conseils concrets dans l'objectif d'améliorer la vie quotidienne des gens. Et régulièrement dans ce podcast-là, j'invite aussi différents artistes, scientifiques, auteurs à venir partager aussi leur science, encore une fois, dans l'idée de mieux comprendre l'humain et optimiser notre efficacité dans la vie quotidienne. Et ça, est-ce qu'éventuellement tu es, par rapport à ça, sollicité par des vendeurs ou des négociateurs en vente, parce que ça peut, à mon avis, vraiment les intéresser pour vendre plus. Complètement. Plus, mais c'est exactement ça. C'est en fait, ça fait partie de ma deuxième casquette, c'est-à-dire que j'interviens énormément sur moi, mon sujet de prédilection, c'est l'influence. C'est-à-dire, en gros, il y a des fois où on parle et on dit quelque chose à quelqu'un et la personne comprend. Et il y a des fois où on dit parfois la même chose à une autre personne et elle comprend pas. Et je m'intéresse à pourquoi. Qu'est-ce qui fait que on arrive à accompagner un client d'une manière saine, bien évidemment, sans rentrer dans de la manipulation. Comment on arrive à gérer les conflits, à motiver une équipe. Par exemple, j'étais intervenu une fois pour la marque Tiffany & Co, la marque pour justement accompagner leurs vendeurs à avoir des techniques qui vont leur permettre d'avoir un accueil du client qui va être plus sain et plus agréable pour le client. J'interviens beaucoup pour des boîtes de conseils sur leur posture, comment réussir à mieux comprendre les attentes de leurs clients, comment réussir à avoir la bonne posture, comment réussir à les convaincre à avancer. Et de plus en plus ces derniers temps, j'accompagne des structures dans ce qu'on appelle des conduites de changement. C'est-à-dire, en gros, c'est souvent des structures qui sont en train de changer d'un point de vue organisationnel, mais où du coup, il y a beaucoup de personnes qui décrochent parce que du coup, on les pousse à agir sans trop de sens. Il y a leurs métiers qui sont à risque, etc. Et donc, toute la question, c'est comment dans des terrains aussi mouvementés que ça, on arrive malgré tout à redonner de la motivation aux équipes, on arrive à les motiver à continuer ensemble, on arrive à garder cette collaboration-là pour pouvoir avancer en tant qu'équipe. Donc oui, complètement. Et j'enseigne ces compétences-là en école d'ingénieur et école de commerce pour les personnes qui vont devenir manager un jour. D'accord. Moi, j'avais quelques bases là-dedans. Enfin, je ne sais pas si c'est aussi poussé, mais dans mes études de communication et de journalisme, c'était au niveau de la psychosociologie de la communication et puis également la PNL. Ah, bah voilà. Bah, ça, c'est un des outils que j'utilise. Je suis certifié. Pouvoir se mettre à la place de l'autre de façon à mieux se comprendre. Voilà. Complètement. Et c'est la phrase que tu viens de dire est une phrase centrale et qui est le premier truc à travailler quand on essaie d'influencer. C'est-à-dire que la majorité des gens, quand ils pensent influence, ils se disent je veux atteindre mon objectif coûte que coûte. Or, on réalise notamment à travers différentes études que les gens qui arrivent à mieux s'en sortir pour atteindre leur objectif, c'est ceux qui valorisent les objectifs de leur adversaire en premier. Ce qui paraît contre-intuitif, mais en réalité a du sens puisque quand je commence, si je suis face à quelqu'un et je sens que la personne essaye de me forcer à faire un choix, peut-être qu'il va marcher sur le court terme, mais sur le long terme, j'ai plus envie de collaborer avec cette personne. Alors que si je suis face à quelqu'un qui, je sens, me valorise, s'intéresse à moi et s'intéresse à justement ce dont moi j'ai besoin, automatiquement, je voudrais faire plus d'efforts pour cette personne-là parce que j'aurai plus confiance. Bah, ce qui est logique. Ouais. Exactement. Francine, est-ce que tu as une question à poser éventuellement par rapport à ce qu'il vient de dire? Et il faudra que James... Le pire, c'est qu'elle nous entend. Donc, il n'y a que toi. Et qu'il n'y a que moi qui n'entends pas Francine. Bah, je suis désolé pour ça. Je ne sais pas pourquoi. Bon, alors... non, qu'est-ce que je pourrais demander comment il compose, de quelle manière il compose son spectacle quand il crée un spectacle? Comment définit-il un thème de spectacle selon quel c'est bon, ça marche là. Ça marche là? Ah, super. Ouais, là ça marche, c'est bon. Ah, bah super, je sais pas si ça va m'éviter de répéter, impeccable. Bon, en fait, je voulais savoir en fait comment vous inspirez-vous pour définir un thème dans vos spectacles et quels sont vos thèmes de prédilection? Voilà. Pour conduire votre... c'est une très bonne question. Je m'inspire de ce qui, moi, me fascine dans le quotidien.
C'est-à-dire que je continue à regarder les dernières recherches en neurosciences et en psychologie sociale. Je continue à m'instruire de ça. Et en fait, l'humain, je trouve, est extrêmement fascinant, ne serait-ce que nos capacités intuitives ou la recherche qu'on a sur capter des choses ou s'intéresser aux autres et comment on arrive à comprendre des choses de manière intuitive hyper fortement. Et en regardant des choses qui existent dans le vrai monde, j'essaye d'inventer ou d'imaginer des expériences qui viennent raconter ça d'une manière un peu métaphorique ou artistique. Et donc, avant tout, moi, ma première inspiration, c'est le monde. Il y a un autre milieu aussi, c'est ayant une formation très scientifique et m'intéressant beaucoup aux sciences sociales et aux sciences psychologiques, je m'intéresse au milieu ésotérique, donc la médiumnité, la voyance, les psychiques, etc. Mais j'essaye de le regarder sous un prisme psychologique. C'est-à-dire sans me demander si ce qui est dit est vrai ou pas, parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est la phénoménologie derrière et les phénomènes psychologiques ou sociaux qui existent d'une manière sous-jacente. C'est-à-dire quand une voyante va prédire l'avenir de quelqu'un, quelle interaction est en train de se passer entre ces deux personnes-là. Et donc ça, je m'en inspire. Et notamment dans mon spectacle Effet Papillon, je vais simuler une séance de voyance avec quelqu'un où je vais deviner un souvenir qu'il a impacté, essayer de raconter l'impact qu'il a eu sur sa personnalité aujourd'hui et anticiper comment ça va impacter son futur. Moi, je n'ai pas de pouvoir, mais ce qui m'intéresse, c'est d'étudier un peu tous ces phénomènes-là pour voir comment est-ce que je pourrais m'en rapprocher ou les simuler, en tout cas, avec des phénomènes plus psychologiques ou plus d'interaction humaine. Donc, c'est vraiment ces deux sources-là. D'accord. Et au passage, tu crois en la voyance et l'astrologie ou pas forcément, ou ça dépend de qui? Alors, c'est une bonne question. Oui, absolument. C'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, la chose qui est sûre, c'est que il y en a qui sont des charlatans et il y en a en tout cas qui croient en ce qu'ils disent. Sans déjà rentrer dans la vérité absolue du truc, parce que je pense que ce niveau-là, on pourra pas l'atteindre. Par contre, je peux dire, en analysant la structure des phrases, j'arrive aujourd'hui à reconnaître plus ou moins si la personne, en tout cas, croit en ce qu'elle raconte et elle fait ça vraiment sincèrement, d'une manière intuitive, connectée, etc. Ou la personne utilise des trucages, d'autres choses cachées, qui lui permettent d'atteindre cet objectif-là. Maintenant, je vais dire que je crois, si on parle par exemple de l'astrologie, je crois au pouvoir psychologique de l'astrologie. Dans le sens, je ne pense pas personnellement que la position des astres a un impact sur notre personnalité. En revanche, je crois fortement que le fait de répéter « je suis lion » ou « je suis scorpion » ou « je suis gémeaux », ça a un impact sur notre personnalité. Et cet élément-là, le fait de se dire ces phrases-là, le fait que cette structuration-là existe dans notre société, nous modifie notre personnalité, tout comme nos prénoms, à un certain niveau, ont un impact sur notre personnalité, tout comme les vêtements que l'on porte ont un impact sur notre personnalité. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et donc toi, tu dois être Gémeaux, je pense. Donc tu dois être Gémeaux, je pense. Ah complètement, t'es trop fort, bravo. Parce que moi, je suis du 18 juin. Forcément. Voilà. Et moi, je suis Verseau, alors c'est des signes d'air complètement. En plus, ça s'entend bien le Verseau avec le Gémeaux. Incroyable. Oui, complètement. Oui, c'est l'indépendance et le Verseau respecté entre les deux. Ouais. C'est vrai. C'est ça. Et à propos donc de la manière dont on s'habille, là, par exemple, je suis souvent en noir. Qu'est-ce que ça peut refléter pour les gens selon la couleur que l'on met? Est-ce que le fait d'être fidèle à une couleur noire, par exemple, ou blanche, ou rouge, enfin, est-ce que ça, il y a des personnes qui aiment beaucoup changer de couleur. Alors, qu'est-ce que ça pourrait suggérer en psychologie? Pour moi, alors, si on parle du noir, et là, je parle que de mon avis, parce que mon avis, il est basé sur plein de différents modèles que j'ai mélangés. Mais pour moi, c'est pas juste la couleur, c'est aussi la forme. C'est-à-dire que le noir, c'est sobre et c'est élégant en même temps. Donc, pour moi, il y a cette recherche-là. Il y a cette recherche de l'élégance dans le sens où, c'est-à-dire que si moi, je devais déterminer des choses de personnalité sur vous, Francine, en regardant vos habits, la chose que je vois, c'est vous vous montrez quand même, c'est-à-dire que vous avez un décolleté en V, il y a les épaules qui se montrent, donc il y a une envie de montrer votre vraie personnalité. Oui, donc je sens qu'il y a un côté, c'est en été certes,
Mais il y a cette forme-là qui, pour moi, montre aussi la mise en avant d'un soi. Le noir est assez sobre, ce qui montre une élégance. Donc, pour moi, dans votre manière déjà de faire artistique, je dirais que ce que vous recherchez, c'est d'abord de transmettre ce qui vous inspire et non pas de partir d'abord du beau ou de l'élégant pour arriver à quelque chose de sincère. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. C'est Donc, ça, c'est pour ça. moi, il y a déjà C'est ça. bien profondeur, Eh ben, super. c'est ça. Donc pour moi, dans le noir, il y a ce côté-là sobre, élégant en même temps. En même temps, c'est pas juste un noir qui est très. Il y a quand même comment dire, un habillage qui est un peu esthétique, on va dire. Donc il y a des formes. J'ai du mal à voir exactement, mais c'est pas juste un trait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc mine de rien, il y a quand même cette recherche-là de mettre en avant ce petit élément de différence. Là où quelqu'un qui aurait eu que un truc noir, j'aurais dit quelqu'un dont son job aussi c'est de s'effacer. Donc peut-être quelqu'un dans l'élégance, mais qui va s'effacer. Alors que vous, comme il y a ce côté-là artistique-là, je pense que vous cherchez aussi des formes. Il y a des formes intéressantes, il y a du type de tissu qui va vous attirer. Ouais, Et ça, vous allez essayer de vous mettre en avant là-dessus. Voilà. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Nous, au niveau du code marketing de la couleur, il y a l'intemporalité, l'élégance et puis le mystère. Et la douleur aussi, mais bon, pas forcément. Ça, c'est une notion négative, mais. La douleur? Ouais. Ok. Il y a aussi chaque couleur associée avec des notions positives et d'autres négatives dans le code marketing des couleurs. Ouais. La couleur. Ben voilà. Ouais. Du coup, ces éléments-là, en fait, on peut raconter énormément de choses parce que les habits sont des choix que l'on fait même si les personnes ne les conscientisent pas, ils les ont choisis parce qu'ils les aiment. Et du coup, en fait, à un moment donné, ça nous raconte aussi la manière dont les gens inconsciemment ont envie qu'on les perçoit. Et ça, déjà, c'est déjà un axe d'impact. Il y a autre élément. Aujourd'hui, il y a certaines recherches qui montrent que il y aurait une forme de morphopsychologie dans le sens où, en fonction de notre personnalité, on réalise que notre visage, alors de manière infinitésimale, mais modifie ses traits en fonction de notre personnalité et que d'une manière intuitive, en regardant le visage des gens, pas tout le temps, mais sur certains traits caractéristiques, on arrive à avoir des taux de divination purement intuitive qui dépassent 70% de fiabilité. Donc c'est assez exceptionnel et je pense que l'humain est une machine hyper forte à capter énormément de choses sur les autres, mais juste on n'en a pas conscience. On se fait biaiser par nos attentes, nos projections, nos envies, etc., qui nous empêchent de voir le monde ou de voir en tout cas des éléments du monde tels qu'elles sont. Et comme aussi on est dans une société qui nous pousse à avoir du résultat direct, maintenant, tout de suite, etc., qui force beaucoup l'artificialité, on met ces choses-là de côté. Et j'aime bien, moi, les regarder d'un point de vue vraiment scientifique, c'est-à-dire vraiment regarder les recherches qui sont faites en neurosciences et en psychologie là-dessus. Et c'est un des choses d'ailleurs c'est un des axes dont j'évoque dans mon bouquin, dans mon podcast et dans mon bouquin grand public qui sortira début 2026. D'accord, mais ça tombe bien parce que j'avais une question de Quentin que j'ai pas publié pour l'instant. Pour toi. Alors. Voilà. Donc des projets à venir. Alors oui. Donc effectivement le livre, du coup, un livre qui sortira chez Albin Michel. Je peux pas vous dire le titre pour l'instant, mais ça sortira février ou mars 2026. Sachez juste que j'en suis très fier. Je me suis mis corps et âme là-dedans, et c'est un mélange entre mon expérience artistique et de terrain en tant que mentaliste, avec les dernières recherches en neurosciences et en psychologie, pour rendre l'humain plus efficace et pour vous permettre de reprendre le contrôle sur votre vie. C'est tout ce que je dirais. Comment est-ce qu'on arrive à optimiser notre influence et améliorer notre intuition dans la vie quotidienne pour mieux atteindre nos objectifs. Donc ça, c'est un truc qui m'a pris beaucoup de temps à écrire. Donc j'ai consacré beaucoup de mois ces derniers temps. Je suis assez content du résultat. Et sinon, le deuxième gros projet, c'est que là, jusqu'à mi-2026, je vais arrêter de jouer à Paris. Je serai beaucoup en tournée autour de la France, donc il faudra regarder mes dates. Mais c'est aussi pour lancer une coécriture et mise en scène. Donc c'est un spectacle pareil, je ne vais pas vous dire le titre pour l'instant, mais c'est un spectacle qui se lancera au fin 2025, début 2026, c'est ça qu'on vise. Un spectacle d'hypnose théâtralisé. Donc c'est-à-dire que les gens assisteront à... Ça, tu en parles dans ta dernière interview du Mag.
Ah bah peut-être. Alors dans ce cas-là, Un petit peu. j'avais oublié. Et ben voilà. Donc il y a ça. Voilà. Et sinon, je pense que c'est déjà suffisant comme projet grand public. Sinon après, j'ai mes projets plus entreprises ou grandes écoles. Mais déjà grand public, ça sera surtout ça. Je viens de réaliser que mon téléphone a que 2%. Donc si jamais je disparais, ce n'est pas parce que moi je me suis. Oh, mais t'inquiète pas, on a bientôt terminé. Et C'est du bon. coup, je vais te poser exactement la même question que tu as posée, Francine. Mais moi, au niveau de mon habillement, c'est juste pour la chaleur. Oui. Voilà. Oui, bien sûr. Ah, la même question du coup. Alors, Parce qu'est-ce que je vois? Il y a 35 degrés ici et. Non, j'imagine. Mais après, pour le coup, les couleurs, alors c'est hyper chaud effectivement. Le des couleurs, il y a blanc. Alors le bleu, dans ce qu'on a vu dans les recherches, le bleu représente le côté calme, le côté je m'efface. Et en même temps, c'est un bleu doux, donc c'est un côté assez doux. Donc j'ai l'impression que ça, ce que ça raconte pour moi, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un, le premier réflexe, c'est d'essayer vraiment de développer beaucoup de choses sur lui. Et je pense qu'un de vos défauts, James, c'est que vous avez du mal à parler de vous-même. C'est-à-dire que parfois, on a besoin de. Ouais. Ouais, moi, je parle vraiment de moi. Et puis, oui, moi, pour rebondir sur le code marketing de la couleur, c'est Ouais. le bleu, c'est calme, changement, confiance, communication. Et moi, je parle. Ah bah voilà. Je préfère que les autres parlent d'eux-mêmes plutôt que moi de moi-même. Exactement. Le bleu, c'est un bleu qui est très ciel, donc c'est un bleu qui s'efface et en même temps qui est agréable à voir. Et en même temps, le blanc là à l'intérieur qui Oui, s'expulse comme ça là. Un vieux souvenir du printemps de Bourges, il n'y a pas longtemps, puisqu'on est basé à Génial. Bourges. Ça se voit que je suis trempé parce qu'il fait très chaud. Non mais je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Effectivement, là pour le coup, pour moi, il y a un point central qui émane. Et donc pour moi, ça raconte aussi dans un style une recherche des liens de cause à effet. C'est-à-dire que il y a un truc de d'où ça vient et comment ça s'est développé, etc., etc., etc. Et le bleu clair qui raconte le côté un peu plus calme. Et donc ça m'étonne pas si vous me dites vous parlez très peu de vous et que vous vous intéressez surtout aux autres. Oui, avec plus de 1870 interviews réalisées en peu de temps et on n'arrête pas. Donc. Ça c'est vrai. Il y a eu une interview de moi il n'y a pas longtemps qui était donnée par un ami clown. Clown est aussi organisateur d'un festival à domicile et qui est paru dans le MAG 80 il n'y a pas très longtemps. Mais, elles sont rares. Voilà. Oh, excellent. Et donc, ce que je te propose, c'est pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui nous regardent, qui regarderont le replay ou qui liront les meilleurs moments de ce live dans les meilleurs dans le qui liront les meilleurs moments de ce live dans un prochain mag. Dans ce cas, comme on a parlé un peu d'intuition et d'origine des choses, je peux peut-être donner un conseil pour améliorer son intuition, parce que je sens que c'est quelque chose qu'on oublie de plus en plus, ou alors qu'on prend trop fiable et on n'arrive pas trop entre les personnes qui naviguent complètement à l'aveugle de manière intuitive et ceux qui se disent l'intuition n'existe pas. Pour moi, le milieu est intéressant. Et comment le faire? Toutes les fois où vous êtes dans une situation, vous n'avez rien fait pour rechercher quelque chose et il y a une voix qui vous parle. Il y a un truc qui sort de votre cerveau de je suis sûr qu'il y a une erreur là, ou alors je suis sûr que cette personne vit ça, ou alors je suis sûr que ça ne vous impacte pas, mais juste vous entendez cette voix dans votre tête. Sachez que probablement c'est une intuition qui est juste. Et donc ce que je vous invite à faire, c'est vérifier-la. On a tendance à ne pas vérifier les intuitions qui viennent, à juste les prendre et à agir dessus. Et en fait, l'intuition, comme un muscle, ça s'entraîne. Donc, moi, je vous dirais, la prochaine fois que vous avez une intuition dans votre esprit, vérifiez-la. Ça vous permettra de l'aiguiser et ça vous permettra de naviguer entre celles qui sont fausses, que vous aurez de moins en moins, et celles qui sont justes, que vous aurez de plus en plus. D'accord. Et merci. Donc, l'intuition. L'intuition, absolument. Et puis juste, une question, juste avant de se laisser, c'est le teaser qui part dans l'espace avec Psychonaute qu'on a vu tout à l'heure, Dick Norel, tu en as pensé quoi? Alors j'avais pas de son non plus qui sortait de cette vidéo, donc j'ai eu que le teaser vidéo, donc j'ai vu que les images. Les images sont intéressantes. Ça a l'air d'explorer les
différents états ou en tout cas différents visuels qu'on peut faire avec l'hypnose. Donc, je serais curieux de voir son spectacle après cela. Ok. Et puis donc, un dernier mot pour la fin. Émerveillez-vous. Eh ben, Ça, merci c'est ce que je fais tout le temps, moi. Ah ben c'est parfait. Je m'émerveille pour c'est rien. nickel. Je sais pas pourquoi. Ouais, on m'a dit que j'étais un esprit, quelqu'un qui ne connaissait pas du tout, qui était rentré dans mon bureau, qui était sur une échelle, je me souviens. Il me dit, vous êtes une âme nouvelle. Alors, je sais pas ce qu'il a voulu dire par Ah, là. c'est beau. Je sais pas. C'est-à-dire que je m'émerveille facilement comme si je revenais à chaque fois pour la première fois sur Terre, en fait. C'est très bizarre, comme impression. Bah, c'est très beau. Vous avez de la chance du coup, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mériteraient d'avoir ça. Donc bravo. Oui, voilà. Merci J'ai beaucoup des pour ailes qui l'invitation. poussent dans mon À dos. bientôt. Merci. J'ai des ailes qui poussent dans mon dos, et c'est pour ça. Excellent, faites de la musique. Oui, c'est ça. Au revoir, bonne interview. Ciao. Merci. Au revoir. Au revoir.